Chapitre 15. Un dîner aux chandelles. J'ai eu raison de les suivre, mes jambes. Et j'avais eu tort de perdre confiance, car la vie a plus d'imagination et de fantaisie que nous. Quand on désespère de tout, elle invente quelque chose. Et ce qu'elle a inventé pour moi, Tomek, tandis que tu attendais mon retour dans ton épicerie, je n'aurais jamais pu l'imaginer. D'abord, je suis arrivée sans encombre et très vite dans cette grande ville où finit le désert. Où il commence aussi. Il y régnait toujours la même activité fiévreuse. Je marchais au hasard des rues dans l'espoir d'une rencontre, car je ne voulais pas entreprendre la traversée toute seule. Ce que j'avais osé 1 an plus tôt, par innocence, me faisait peur désormais. En fait, de rencontres, ce sont de vieilles connaissances que j'ai distinguées souvent dans la foule. Comment ne pas voir leurs 5 tuniques blanches éclatantes de lumière, mais silencieux. J'ai bousculé tout le monde. Attendez-moi! Ils se sont retournés, m'ont offert leurs 5 sourires en même temps, et ils se sont écriés Anna! Ils n'avaient pas oublié mon prénom, et pourtant ils ne l'avaient entendu qu'une fois, et au dernier moment. Je suis contente de vous revoir. Vous avez vendu votre sel? Où allez-vous? Vous traversez le désert? Je peux vous accompagner? Les 5 paires de mains se sont ouvertes, paumes vers le ciel. Anna, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi bavarde, et nous le sommes toujours aussi peu. Mais tu peux venir avec nous. Nous avons pris la route dès le lendemain. Quel bonheur de retrouver le silence du désert et celui de mes compagnons, la douceur blonde des dunes, leur patience infinie. Marcher aux côtés des chameaux, se taire, s'endormir la nuit sous le ciel constellé, en quelques jours j'ai regagné toute la confiance perdue. À défaut de parler, je me suis remise à écrire dans mon cahier, le soir, à la lueur du feu. J'y notais pour ne pas oublier les noms des lieux où j'étais passée tout au long de mon voyage, les noms surtout de ceux et celles que j'avais connus et aimés. Lalique, Shahan, Aïda, Madame Perligome, Blanche, Vérida Lucidémone, Étiennette, Barnabé, Colino Tramonostir, Nestor et Alphonsine, Grégoire, Yorim et tous les autres. Yorim. L'idée de retrouver ses os blanchis sur le vieux fauteuil, au milieu des bouteilles vides, me donnait le frisson. Je m'imaginais déjà lui creusant une petite tombe dans le sable pour y enterrer sa dépouille. J'évitais de penser à ce qui m'attendait ensuite. La route du ciel, le vertige, les aigles. Les chameaux n'étaient pas chargés de sel cette fois, et en moins d'1 semaine nous avons réussi la traversée. La main d'un de mes silencieux s'est tendue vers le nord. Bambaïtan, a-t-il indiqué. Nos routes se séparaient. Nous nous sommes dit au revoir sans façon. Ils m'ont donné autant de provisions que je pouvais emporter dans mon sac, et je me suis hâtée vers cette ville fantôme où personne ne m'attendait sinon le squelette d'un vieux fou sur un fauteuil branlant. Je me souviens d'avoir dormi la nuit suivante dans la même oasis que celle où j'avais eu si froid 1 an plus tôt. Cette fois, je m'y suis mieux reposée et j'ai pu marcher d'un bon pas toute la journée du lendemain. Le soleil était déjà bas quand j'ai aperçu à l'horizon, dans un scintillement d'or, les murailles effondrées de Bambaïtan. Je m'y suis dirigée, le cœur battant, effrayé par avance. J'ai retrouvé facilement la maison de Yorim, mais devant elle, il n'y avait pas plus de Yorim que de fauteuils. J'ai cherché en vain dans les ruelles alentour. Peut-être avait-il changé de place. Un souffle de vent tiède faisait volter le sable fin autour de mes chevilles. Je me suis sentie oppressée. Je préférais 100 fois la vraie solitude du désert à ce silence peuplé de fantômes. Pour lui échapper, je suis allée vers l'ancienne oasis là-bas, à l'est de la ville. J'y dormirais sûrement mieux qu'au milieu de ces murs de poussière. La végétation n'était pas morte. Y avait-il encore de l'eau? D'après Grégoire, le désert avait gagné et on n'en trouvait plus ici. Étrange. Mais il y avait bien plus surprenant, et quelques mètres plus loin, je me suis figée. Juste devant moi, une cabane bancale faite d'un assemblage hétéroclite, de plantes, de pisés et de branchages, s'appuyait à 2 arbres maigres. De larges feuilles de palmier recouvraient le toit, d'où une maigre fumée s'échappait par un tuyau tordu.
Un chameau s'était ébroué à quelques mètres et m'a fait sursauter. Je me suis approchée sans bruit et j'ai tendu l'oreille. Quelqu'un sifflotait dans la cabane. Et cette joyeuse mélodie m'était familière. Je l'avais entendue pour la première fois à notre campement, le soir de l'Aigle Royal, et c'était Yorim qui l'avait chantée. Les jours suivants, il l'avait sifflée pendant des heures entières sur l'hirondelle pour passer le temps. Je ne risque pas de l'oublier. Yorim, vivant? Yorim revenu d'entre les morts? Car mort, il l'était, pour moi bel et bien. Depuis des mois, je n'avais jamais pensé à lui autrement qu'au passé. Et voilà qu'il serait revenu siffloter tranquillement son petit air moqueur. Non, cette chansonnette-là, des centaines de gens devaient la connaître. J'ai poussé doucement la porte et j'ai failli tomber à la renverse. De bonheur et de saisissement. Il se tenait de dos, dans les mêmes vêtements qu'autrefois, et semblait occupé à cuisiner quelque chose sur un vieux fourneau. J'ai murmuré son nom. Yorim. Il s'est retourné. Oh, mademoiselle Anna, quelle surprise! Oh non, Yorim, si quelqu'un ici a le droit d'être surpris, ce n'est pas vous. Je vous laisse seul, sur un fauteuil déglingué, le jour de vos 100 ans, sans provisions, sans eau, sous le soleil brûlant du désert, à des années-lumière de toute vie, sans espoir de secours, avec pour tout projet celui de mourir le plus vite possible. Et je vous retrouve, 1 an plus tard, dans le même endroit, un tablier de cuisine noué autour du ventre, sifflotant votre chanson canaille et vous faisant cuire un riz au lait. Car c'est bien l'odeur du riz au lait qui parfume délicieusement la cabane. Si, je m'y connais, vous en êtes à faire fondre le caramel. Yorim, vous n'êtes pas... Je voulais dire mort, bien entendu, et je regrettais déjà de ne pas avoir tenu ma langue. Mais il a complété lui-même ma question. Encore passé à table ? Et non, mademoiselle, figurez-vous que le lait de chamel est très épais et j'ai sans doute mis trop de riz. Ça n'en finit plus de cuire. Goûtez-moi ça, s'il vous plaît, et dites franchement ce que vous en pensez. J'ai soufflé sur la cuillère fumante, je l'ai portée à mes lèvres. Ça va, c'est très bon. Je me trouvais dans un tel état de stupeur que j'aurais goûté et trouvé bon à peu près n'importe quoi. Alors, si le cœur vous en dit, nous le mangerons ensemble. Vous n'avez pas dîné, je suppose. La cabane était bien plus grande que je l'avais cru de l'extérieur, et mieux aménagée. Je me suis assise sur une chaise à moitié dépaillée, et Yorim a entrepris de dresser la table. Une nappe rapiécée mais blanche, 2 bols ébréchés mais propres, 2 verres à pied avec une serviette roulée en cône dedans. J'étais si stupéfaite que je le regardais s'affairer, sans pouvoir articuler un mot. Lui trottait en tous sens, ravi, comme un jeune homme qui veut gâter sa fiancée. Il ne manquait plus que la bougie pour que cela devienne un parfait dîner d'amoureux. Mais j'ai à peine eu le temps d'y songer qu'il ouvrait le tiroir de la table. Que diriez-vous d'une petite bougie ? Après tout, ce n'est pas tous les soirs que je dîne en tête-à-tête avec une jolie fille. Je crois même que la dernière fois remonte à plus de 3/4 de siècle, alors vous voyez. Il a fait couler un peu de cire sur une coupelle et a planté la bougie. Puis, il a apporté le riz au lait, le caramel fondu, la carafe d'eau fraîche. Ses vieilles mains malhabiles dansaient pour me servir. Son visage était plus ridé qu'un parchemin. « Je ne vous propose pas d'eau de vie ?»« Oh non, Yorim, ne me proposez pas d'eau de vie, car il suffirait que j'en boive une goutte pour perdre la tête. Charmeur comme vous l'êtes ce soir, vous en profiteriez pour me demander en mariage, et je ne sais pas si j'aurai la force de refuser. » Tandis que je dégustais en silence le riz au lait, 1000 questions me venaient à l'esprit. Mais j'ai su être patiente jusqu'à la dernière cuillerée. « Dites-moi, Yorim, comment se fait-il que je sois encore vivant ? C'est ce que vous voulez savoir, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. » »« Eh bien, figurez-vous que je suis encore vivant parce que la mort n'a pas voulu de moi. Pourtant, je lui avais mâché le travail, avouez-le. Mais elle n'a rien voulu savoir. Au bout de 48 heures sur le fauteuil, j'avais bu presque toutes mes bouteilles. J'étais saoule comme un cochon et rien ne venait. En pleine forme, je vous dis, sec et maigre comme un coup de trique, puisque je n'avais rien mangé depuis 2 jours, mais prêt à danser la polka s'il avait fallu. Une fois dégrisée, je me suis trouvée drôlement bête, vous pouvez me croire. J'ai attendu encore un peu au cas où ça serait venu d'un coup, comme ça, hop. Mais je t'en fiche, rien du tout. C'est là que j'ai commencé à m'ennuyer ferme.
Je pestais tout seul. Espèce d'imbécile, je me disais. Tu as fait une sacrée bêtise. Alors je me suis levée. J'ai mangé le pain que ce brave Grégoire avait laissé et j'ai marché jusqu'ici, jusqu'à l'ancienne oasis. J'ai vu que l'eau était revenue. C'est toujours ça, je me suis dit. Je mourrai pas de soif. Il suffira juste que j'apprenne à en boire. Je l'écoutais, fascinée, sans savoir que le plus incroyable était encore à venir. Le soir même, j'ai distingué un nuage de poussière à l'horizon du côté des montagnes. Je vous le donne en 1000, c'était Grégoire qui revenait à bride abattue. Grand-père, grand-père, il criait, et il a couru vers moi. Tu as oublié quelque chose ? Je lui ai demandé. Il n'avait rien oublié, il avait juste des remords. Je peux pas vous laisser mourir, je ne peux pas vous laisser mourir, qu'il pleurait sur mon épaule. Et moi je lui ai répondu, ça tombe bien, parce que moi j'y arrive pas à mourir. C'était pas une bonne réplique, ça ? Yuri m'a éclaté d'un rire si contagieux qu'il nous a fallu un bon moment pour retrouver notre sérieux. Vous êtes donc reparti avec lui ? Pas du tout. Il a essayé de me convaincre, mais je n'ai pas voulu en entendre parler. Je n'étais pas venue jusqu'ici pour faire demi-tour. Alors, on a construit tous les deux cette cabane sous les arbres. Puisque je n'arrivais pas à mourir à Bambaïtan, il ne me restait plus qu'à y vivre. Je me demande pourquoi je n'y avais pas pensé avant. À cause de l'eau, sans doute. Et Grégoire, il revient souvent ? Une fois tous les 2 mois environ. Tenez, il était là avant-hier. C'est dommage, vous l'avez raté de peu. C'est lui qui m'apporte tout ça. Le riz, le sucre, le pain, l'eau de vie. Un brave garçon, allez. Les meubles que vous voyez, on les a trouvés ici dans les décombres. Je bricole, je cuisine. Le soir, je vais jusqu'à la dune là-bas et je regarde le désert. Ah ça, je m'ennuie jamais. Et maintenant que l'eau est revenue, il y a même des caravanes qui passent de temps en temps. Comme ça, je vois du monde. Au fait, j'y pense, c'est à vous cette bestiole ? Il a poussé sa chaise et s'est dirigé vers un petit réduit sur le côté de la cabane. Comment ai-je fait pour deviner ? Je ne sais pas. Ce sont des choses mystérieuses. Je me rappelle seulement qu'à l'instant même où il a prononcé cette phrase « C'est à vous, cette bestiole ?» j'ai eu la sensation que j'allais m'évanouir. C'est Grégoire qui l'a amené avant-hier, c'est à vous ? Il tenait au bout de son bras la cage de ma passerine. Elle était dedans, ma petite passerine bleu turquoise, l'oiseau de mon enfance, le cadeau de mon père, ma princesse de 1000 ans. La cabane s'est mise à tanguer autour de moi. Vous vous trouvez mal ? Non, je vais bien. Je suis un peu surprise.